Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. T'es gentil des tout. Bonjour à toutes et à tous, je suis Flavie Després, je dirige carenews.com, le média des acteurs de l'engagement. Aujourd'hui, on change la norme avec Jean Guyot, qui a cofondé et dirige Connexio. Vous avez dû le remarquer au fil des écoutes, changer la norme fait la part belle aux entrepreneurs sociaux de la tech for good. Ce n'est pas tant que c'est tendance, c'est surtout que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. Changer la norme, le podcast qui interroge les entrepreneurs sociaux sur les réalités de leur quotidien, a été inauguré par Fred Bardot, figure médiatique et piquante de la tech for good à impact pour le bien, dont l'entreprise ESUS, Simplon, est un organisme de formation au code et également le chouchou des médias. Pour ce dernier épisode de la saison 2, j'interroge cette jeune américaine, Jean, qui a quitté une carrière de recherche et de conseil en économie pour monter son association Connexio. Connexio vise à former ceux qui en sont exclus, notamment les réfugiés, au numérique. La boucle tech est ainsi bouclée. L'association Connexio prend actuellement du poids dans les médias car elle vient de remporter le Google Impact Challenge et la somme très significative de 600 000 €. Avec Jean, nous allons parler des besoins en numérique de la France, de son idée de faire des cours très adaptés et de son business model qui mêle mécénat et financement par les entreprises qui voient en Connexio un vivier de recrutement. Profitons-en, Jean est la première américaine à mon micro, alors nous avons également parlé des États-Unis et de son regard sur l'Europe. Bonjour Jean. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, et vous ? Ça va bien, ça va bien. Alors aujourd'hui, on va parler surtout tech for good. Beaucoup tech, beaucoup for good. Et donc vous avez cofondé Connexio. Oui. Qui est une association qui propose des formations numériques assez rapidement, pour remettre tout le monde dans le chemin de l'emploi et pour ne laisser personne de côté sur le chemin du numérique, parce que les chiffres en France de l'accès au numérique ne sont pas très bons. Je crois que c'est 1 personne sur 5 qui est exclue, qui est en situation d'électronisme. La première chose, c'est, Jean, vous êtes américaine, donc c'est une grande première, parce que changer la norme s'internationalise, pardon. À la base, vous êtes chercheuse. Ouais, donc exactement. pas du tout dans les ONG, voilà. Et alors pourquoi est-ce que vous êtes, pourquoi en France, pourquoi Connexio, pourquoi avoir monté une association ? Oui, donc premièrement, je suis ravie d'avoir cet honneur d'être la première américaine sur cette émission. Pour moi, juste pour parler un peu de mon parcours qui est toujours un peu atypique. Donc en fait, je suis venue en 2015 pour faire des projets de recherche. À l'époque, je travaillais avec l'école d'économie à Paris. Et l'idée à la base, c'était vraiment de faire des projets qui portaient sur l'inclusion dans un sens plus large, des projets sociaux de santé. Et j'avais choisi en 2015 de travailler sur un projet qui portait sur l'inclusion des personnes, des migrants. Donc pour moi, en fait, j'avais 2 casquettes. Je suis aussi allée sur le terrain pour comprendre les enjeux, les besoins, parce que en tant qu'économiste, on voit souvent des bases de données et c'est pas la même expérience de vraiment comprendre les enjeux un peu plus profondément. Et donc, quand je suis allée sur le terrain, j'avais vu qu'on avait pas mal de solutions qui portaient sur les services urgents. Donc, si on parle de nourriture, de logement, d'accueil, des cours de langue. Mais j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit, ça fait 2 ans, je suis toujours ici, j'ai pas de réseau et j'arrive pas, même si je peux trouver d'autres activités, de s'insérer professionnellement. Et donc c'est un peu ça l'origine, en fait, c'est à partir des besoins que j'ai rencontrés plusieurs fois sur le temps, des histoires perso et que j'ai un peu pris et j'avais mis aussi avec les constats derrière, qui étaient aussi aujourd'hui, si on parle des constats, c'est 1,2 milliard d'emplois qui vont être changés par la transformation numérique d'ici 10 ans. Et aussi que heureusement, c'est que 5% de ces emplois qui vont, parce qu'on parle beaucoup des tendances comme le IA, et
comme ces transformations pour vraiment changer le milieu du travail. Mais en réalité, c'est 5% d'emplois qui vont être vraiment remplacés. Mais ça veut dire quand même il y a 95% d'emplois qui vont être changés d'une manière assez importante. D'accord. Juste pour resituer, donc en 2015, vous arrivez en France pour faire de la recherche. Et là, vous faites tous les constats. Et vous étiez en thèse en école d'économie, c'est ça? J'ai mené plutôt des projets de recherche. D'accord. Ouais. Et là, vous avez vu donc tous ces besoins sur le terrain. Et comment vous vient l'idée de faire une association et pas de... Finalement, vous auriez pu aussi continuer la recherche ou faire autre chose. Donc, vous aviez déjà une vocation, vous aviez déjà fait ça aux États-Unis? Pas du tout. D'accord. Aux États-Unis, j'étais avant ça, en fait, avant que je suis venue en France, j'étais dans le milieu privé, j'étais consultant. Ok. Mais comme j'avais fait mes études à Stanford, j'étais toujours entourée par le tech. Et c'est quelque chose pour moi, en fait, c'était le langage un peu de base. On parlait beaucoup de numérique, mais c'est un peu comme tout le monde était au courant. Et ce que je trouvais quand je suis venue et quand j'avais travaillé avec des personnes qui étaient sur le terrain, les associations, les parties prenantes qui étaient importants, c'est que c'était des personnes qui sont venues ici. Ils avaient découvert, c'est comme tout le monde parlait en fait une certaine langue, son langage qui était important et ils étaient un peu exclus. Et aujourd'hui, on parle de fracture numérique. Oui, en France, c'est 1 sur 5, presque 1 sur 5 personnes. C'est 13 millions des personnes qui sont exclues du numérique en France. Et pour des personnes qui ont en plus aussi des barrières linguistiques, sociaux, c'est d'autant plus important aussi qu'ils soient aussi dans cette dans cette inclusion et aussi ils aient les propres ressources, les informations, comment trouver des contacts, comment vraiment en fait faire des choses dans la vie pratique et professionnelle. Donc pour nous au début c'était un peu ce que j'avais vécu moi-même et aussi ce que j'avais vu en fait à travers les expériences, les entretiens que j'ai menés sur le temps, que j'avais vu, c'était vraiment important qu'on ne laisse pas des gens de côté aujourd'hui. Et donc, on a commencé avec une petite salle. Du coup, c'est vous la cofondatrice. C'est qui sont les autres cofondateurs? Donc, je travaillais avec quelqu'un qui était aussi venu pour une bourse d'échange franco-américaine, qui est venue l'an d'après, qui s'appelle Binta. Et c'est elle qui a aussi commencé, je pense tout le monde était un peu, on avait cet enthousiasme, on était, même sans avoir nommé le projet Connexio, on avait commencé juste à piloter des cours. On a travaillé avec des associations partenaires qui travaillaient avec nos publics. On avait commencé à travailler avec un premier centre, un espace public numérique, qui nous a acquis pour les cours. Et il y avait des histoires quand même qui étaient assez remarquables lors de ces premières formations. Par exemple, la première promotion, on avait lancé en 2016. J'avais trouvé à la fin de la première session des cours qu'on avait 3 apprenants soudanais qui venaient 100 km par train chaque semaine pour prendre ces cours. Donc pour moi, c'était aussi de dire il y a vraiment cette motivation de faire partie de la société, d'avoir leur propre contribution et aussi pour moi de aussi m'engager pour une part et aussi de aider ces personnes de trouver leur propre chemin. Au début, vous étiez accueillis par par les écoles du numérique. Mais entre donc 2016 où vous faites ça sans structure et aujourd'hui entre Station F et on en parlera après les financements dont celui de Google qui est très important qui vient de tomber. Comment est-ce qu'il y a des salariés? Comment est-ce que vous avez choisi qui donnait des cours? Comment vous avez trouvé aussi des financements pour faire vivre cette association? Oui, aujourd'hui, donc on est une équipe de 12 à Paris, en France, et on avait on avait aussi lancé nos premiers pilotes au niveau international. On travaille avec les Nations Unies directement dans le camp Jeleka au Malawi, et là, on a 5 personnes aussi dans notre équipe. Donc pour nous aujourd'hui, je pense pour nous c'était vraiment toujours, et ça n'a pas changé dans le sens qu'on adapte nos cours en fonction des besoins de nos apprenants. L'idée c'est il faut que ça soit utile aussi. Par exemple, typiquement, comme on travaille aussi beaucoup avec les jeunes, on trouve aussi des manières de susciter leur intérêt dans les cours. Et donc, pour nous, on a construit plusieurs parcours autour des besoins différents parce que des personnes peuvent venir avec soit, en fait, pas de base ou peut-être ils sont un peu plus avancés. Donc là, l'idée, c'est de vraiment, en fait, adapter des parcours qui répondent à leurs besoins, soit pratiques ou professionnels.
Et en termes de nos partenaires et nos financeurs, ça dépend aussi de quel parcours. On a des parcours assez avancés sur des compétences numériques. Juste pour reposer les choses, donc vous avez une structure associative. Ouais. On va parler par exemple de la France parce que le Malawi, on pourra en parler après, mais c'est peut-être un programme financé à part. Donc en France, vous avez une structure associative avec d'autres salariés, vous avez des bénévoles, donc qui donnent des cours. C'est ça? En fonction de niveau. Par exemple, pour nous, si c'est des parcours vraiment de base ou si on parle vraiment en fait de la fracture, des choses qui sont un peu soit sur les outils bureautiques de base, les outils digitaux, ça en fait, on a des parcours où c'est livré par des bénévoles, mais dès que ça devient un parcours certifiant où on doit livrer un certificat professionnel derrière, ça s'est fait par soit nos formateurs en permanence ou des formateurs avec qui on travaille d'une manière plutôt ponctuelle. D'accord. Et donc, si je comprends bien, les entreprises qui vous financent, elles financent certains programmes selon le niveau, bien les compétences à acquérir. Qu'est-ce qu'elles y gagnent, ces entreprises? Pourquoi est-ce qu'elles font ça? Aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà aussi, donc on travaille avec nos partenaires, soit dans un cadre RSE, donc ça répond aussi à leurs responsabilités d'une manière plus grande sociale, soit aussi parce qu'il y a certaines, par exemple comme Thales, qui ont recruté nos talents et ils cherchent aussi de recruter et de trouver des personnes qui sont plus diverses, qui contribuent vraiment soit à travers leurs expériences avant, les différentes professions qu'ils avaient fait, vraiment de aussi faire grandir leur workforce. Il y a des entreprises qui, je reformule juste pour être sûr de bien comprendre, qui sponsorisent des promotions et comme ça, ça leur permet d'être plus proches de talents à recruter et eux, ça permet d'avoir plus d'inclusion pour leurs entreprises. Et est-ce qu'il y a d'autres programmes où finalement ils embauchent pas, mais c'est du mécénat parce que vous êtes une association et que ils sont parce que j'ai regardé, il y a quand même pas mal de boîtes de tech qui vous sponsorisent et après il y a la Fondation de France, la Fondation Adéco, donc là c'est des financements qui sont différents. Oui, donc exactement comme dans la première catégorie des entreprises qui engagent avec nous plutôt dans un cadre RSE, je dirais il y a des entreprises soit parce que leurs sujets sont axés comme Capgemini, comme Google, sont sur l'inclusion numérique. Ça c'est des sujets qui sont importants pour eux. D'autres aussi, ils ont des sujets pour réduire les inégalités sociales, sur l'éducation, la formation, l'insertion professionnelle. Donc, en fonction de nos partenaires, on travaille avec eux parce qu'aujourd'hui, quand même, on touche plusieurs sujets qui sont assez importants aujourd'hui. Vous avez combien de partenaires entreprises? Aujourd'hui, on a plus d'une 30aine. D'accord. Et ça fait un budget combien de total? Aujourd'hui, sur, je dirais, en fait, l'année 2019, si on parle plutôt de ce cadre de partenaires, on est sur entre 250 et 300 000. Sans compter le Google Impact Challenge. On va en parler, justement, parce que vous venez de remporter 600 000 euros, je crois. Oui, on a, je pense, beaucoup l'honneur aussi de pouvoir remporter ce premier prix du jury. Et c'était justement pour accélérer notre développement, notamment sur les compétences numériques de base. Est-ce que c'est disproportionné par rapport à... Enfin, si vous avez 300 000 aujourd'hui, là, vous avez 600 000 qui arrivent. Et c'est sur des missions particulières? Ou c'est des frais généraux? C'est pour un projet en particulier? Oui, c'est plutôt en fait sur nos parcours de base. On a des parcours vraiment pour aider des personnes qui sont sur les premières briques en termes de compétences. Donc là, ils ont vraiment besoin de devenir plus autonomes, d'avoir des bases plutôt générales sur l'informatique. Et donc ce projet-là va nous aider à développer, donc non seulement en Île-de-France, mais aussi sur 2 nouveaux territoires. Qu'est-ce qui vous distingue des autres assos ou entreprises de formation gratuite au numérique? Qu'est-ce qui fait la particularité de Connexio? Je dirais aujourd'hui, et on travaille avec certains de ces partenaires déjà dans l'écosystème, on les connaît bien et je pense pour nous en fait c'est d'avoir plusieurs partenaires dans la même mission, mais quand même je pense qu'on a un axe assez important sur les bases parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a par exemple les écoles qui font partie des écoles labellisées grande école numérique et c'est des écoles qui poussent pour vraiment aller vers les métiers numériques. Donc ça peut être des développeurs, ça peut être des designers, il y a plein de différents métiers. Pour nous quand même, parce que on parle plus des compétences de base. Et aujourd'hui, c'est 9 sur 10 métiers en France qui exigent les compétences de base. Et pour nous, ce qui peut être un peu choquant, c'est que on travaille avec certains publics. Quand ils viennent chez nous, il y a 1 sur 2 qui est en boîte mail, par exemple.
ou regardent leur boîte mail d'une manière professionnelle. Mais aujourd'hui, pour chercher un emploi, pour faire pas mal des démarches, c'est assez important d'avoir quand même une présence en ligne, une présence digitale professionnelle. Et donc pour nous, c'est de pouvoir travailler sur ces bases qui sont, et aussi de les professionnaliser et d'aider justement des gens de faciliter l'accès au marché de l'emploi. Il y a combien de personnes qui sont passées par Connexio, qui ont été formées ou qui ont eu des diplômes? Oui, donc jusqu'à fin 2019, on aura touché 700 personnes. Comment ils connaissent Connexio? À travers, donc on travaille quand même avec pas mal des partenaires associatifs et aussi des acteurs publics. Donc on travaille beaucoup avec Pôle emploi par exemple, et on travaille avec plus d'une centaine d'associations. Et aussi en plus, on a aussi de plus en plus des apprenants qui viennent par la bouche-oreille et par les réseaux sociaux, des gens qui nous trouvent sur Facebook et qui veulent inscrire pour les cours. J'ai oublié de vous demander tout à l'heure, mais je me demande quand je vous écoute, quelle est la part, parcours sponsorisé entreprise, donc plus service aux entreprises par rapport à la part mécénat pur? C'est quoi le ratio en pourcentage ou en quart ou en tiers? Je dirais ça dépend en fonction de parcours, comme on a plusieurs parcours. Mais si je dois dire ça d'une manière assez globale, je dirais on est quand même largement sur la partie mécénat et pour l'instant minoritairement sur la partie plutôt embauche directe. Ouais. Vous n'êtes pas encore dans le modèle économique rentable qui fait fureur en ce moment. C'est un grand débat en France sur le milieu associatif. C'est est-ce que tout le monde doit avoir un modèle économique viable ou est-ce qu'on peut encore faire du mécénat? Mais comme il y a eu des débats il y a pas longtemps sur le mécénat, c'était le sujet un peu de toutes les bouches. Alors maintenant, je voudrais bien qu'on parle, si vous voulez bien, Tech for Good. Oui. Parce que du coup, je vais poser des questions béotiennes, mais profitons-en vu qu'on a quelqu'un qui n'a pas toujours vécu en France, parce que je crois que tous mes intervenants précédents ont fait des expériences à l'étranger, mais la France est leur pays, de naissance. Du coup, on n'a pas un regard très international. Qu'est-ce qui différencie la Tech for Good aux US en France? Ou en Europe, oui. Déjà. C'est assez intéressant parce que comme aussi, on fait partie de certains réseaux au niveau européen. On fait partie on était dans des concours d'innovation sociale à la fois l'année dernière pour la Commission européenne et aussi pour le banque d'investissement européenne. Donc on a aussi pu rencontrer à travers ça des autres projets d'entrepreneuriat sociaux dans d'autres pays qui étaient assez intéressants. Je dirais par rapport aux États-Unis, comme aussi, je pense, c'est aussi des écosystèmes pas mal développés. Je pense là, ils ont commencé à spécialiser parce quand on parle de Tech for Good, c'est assez large. Et aujourd'hui, on a des écosystèmes qui sont quand même spécifiques en secteur. Je dirais, par exemple, aux États-Unis, si c'est en fait Tech for Good, mais qui s'est concentré sur la santé, par exemple, ou des projets sur l'environnement. Donc aujourd'hui, je vois un peu dans l'écosystème aujourd'hui, quand même, je pense, il y a pas mal d'acteurs qui réunissent, et c'est bien en fait les initiatives, par exemple, de FEST. Et je sais qu'il y a aussi une branche aujourd'hui de France Digital. Ouais, FEST qui est le syndicat de la Tech for Good, et France Digital a monté Impact Digital, je sais plus le nom exact, mais qui est l'équivalent de la branche Impact de France Digital. Exactement. Donc, je commence à voir des réseaux qui se développent. Et là, aujourd'hui, je trouve que c'est toujours... donc, tout le monde est dans le même écosystème et on n'a pas commencé à avoir, par exemple, des spécialisations dans le Tech for Good. Mais je pense que ça va venir naturellement avec la maturité, avec un développement en fait plus fort et aussi le fait de pouvoir ajouter d'autres acteurs dans l'écosystème. Il y a un équivalent de Connexio aux États-Unis, même si les questions migratoires ne sont pas exactement les mêmes. Oui, je connais pas mal des structures qui sont assez différentes, pas exactement sur les mêmes créneaux. Il y a des acteurs qui font soit un des parcours qu'on aime bien, qu'on admire aussi. Par exemple, si on parle en fait des publics réfugiés, il y a une grande structure, une association qui s'appelle Mercy Corps. Oui, mais ils sont vraiment grands. Ils ont une présence nationale et internationale, où justement en fait ils aident des personnes sur tout un tas de sujets, y compris l'insertion professionnelle. Est-ce que vous avez envie d'internationaliser Connexio, dans le sens d'avoir des branches dans d'autres pays? Pour nous, c'est toujours en fonction de besoins. Pour nous, on soit aussi quand on va aller, par exemple, sur un nouveau territoire, on travaille toujours avec des partenaires locaux. Par exemple, dans notre projet au Malawi,
on travaille plus avec les acteurs, donc y compris le HCR et aussi GRS, qui est une autre grande association au niveau international. Mais c'est avec eux qu'on travaille parce qu'il y a quand même pas mal de codes sociaux qui sont assez différents. Et aussi les personnes avec qui on travaille, on apprend beaucoup aussi entre certaines nuances et différences dans la manière on communique et d'autres choses. Mais pour nous, c'est de créer des modèles qui sont durables aussi. C'est pas si, par exemple, de jour au lendemain, si Connexio, on sera plus là, le projet continue pas. On veut vraiment que ça soit de l'empowerment local. On fait apprendre à ces acteurs locaux c'est quoi la méthodologie, c'est quoi la formation, c'est quoi les points importants dans notre pédagogie, et ensuite ils peuvent continuer. Donc par exemple là, on commence à être dans les négociations avec d'autres partenaires justement qui sont sur d'autres branches dans d'autres pays, y compris le Kenya, la Jordanie, qui ont aussi des enjeux assez similaires. Mais pour nous, on souhaite que toujours il y a une volonté pour nous d'aller là-bas et il y a un écosystème assez riche qui peuvent travailler sur les autres parties des solutions. Parce que pour nous, on essaie de concentrer notre impact sur un des facteurs qui est la formation, mais il y a d'autres acteurs qui doivent prendre en charge, par exemple, le logement, la santé, d'autres enjeux très, très importants pour une réussite globale. En parlant d'enjeux, j'ai plusieurs questions sur la Tech for Good, qui est quand même, avec l'impact, le nouveau sujet d'excitation en termes de ESS et de RSE des entreprises. Mais les entreprises qui financent la Tech for Good, parce que la Tech for Good, il n'y a pas encore de machines qui gagnent assez. Enfin, les levées sont petites, les impacts sont souvent grands, mais c'est rien de comparable avec les licornes ou les géants de la tech. Mais comment vous voyez la responsabilité de ces très gros acteurs qui vous financent et qui financent généralement la Tech for Good, parce que vous réparez quelque part quelque chose que la société ou les entreprises abîment ou du moins ne font pas. Comment vous voyez cette relation un peu du coup de complémentarité entre les grosses entreprises de la tech et les structures comme les vôtres ? Je pense de plus en plus, et je vois ça aussi parmi nos partenaires, il y a aussi une volonté, et je dirais assez profonde de leur part, de vraiment faire quelque chose, d'avoir un impact. Par exemple, je prends l'exemple de Google. Ils avaient choisi spécifiquement en 2019 de travailler et de choisir l'inclusion numérique. Mais je pense aussi, ça c'est une réflexion des besoins, ils voient aussi, que parce qu'on parle d'un côté, et c'est aussi, comme on a tendance à travailler plutôt avec ces entreprises de la tech, ils voient de plus en plus, on est en train d'accélérer de notre développement, d'aller toujours vers les nouvelles technologies, mais ce qu'on réalise pas autant, c'est que quand même il y a une grande partie de la population qui est un peu laissée de côté ou qui est un peu exclue. Si je parle juste des chiffres au niveau Europe, ça c'est entre les âges de 18 jusqu'à 64 ans, 170 millions de personnes qui sont exclues du numérique. Si on parle des compétences qui sont nécessaires pour aller vers le marché de l'emploi. Et donc je pense que ces acteurs, ils savent aussi d'un côté, c'est très important aussi, si on parle de l'exclusion, c'est aussi d'assurer que il n'y a pas quand même une grande partie de la population qui est toujours un peu derrière. Et donc je pense qu'il y a une volonté pour eux de travailler avec des acteurs locaux qui répondent à ces besoins. Je veux bien votre point de vue aussi sur la question environnementale qui commence à surgir sur la pollution numérique. Comment est-ce que vous situez chez Connexio par rapport à la Green Tech for Good ou la tech qui essaie d'avoir un impact moins fort du moins sur l'environnement ? Je pense que tous ces sujets sont très importants, y compris si on parle de green, et je pense qu'il y a des structures qui sont spécialisées dans ça. Je pense de notre part, on essaie de faire une partie vers ça. Par exemple, pour les matériaux on achète, c'est toujours des matériaux d'occasion, par exemple. On travaille avec des acteurs qui avaient déjà des constats sur des objectifs de développement durable. Donc pour nous, en fait, on essaie aussi de notre côté de faire un pas. Sur l'économie sociale et solidaire en général, comment est-ce que vous trouvez, parce que ça fait pas si longtemps que ça que vous êtes en France du coup, si ça fait 2015, c'est ça ? Ouais. Ça fait 4 ans. Comment est-ce que vous trouvez l'entrepreneuriat social par rapport aux États-Unis ou à d'autres pays que vous avez visités ? Je pense pour chaque écosystème, ce qui est intéressant, c'est il faut aussi adapter selon le contexte. Parce que ce qu'on voit, par exemple, aux États-Unis, c'est il y a vraiment, pour moi, je trouve plutôt une grande différence entre les entreprises
et les associations. Il n'y a pas des structures vraiment entre les deux. Donc, ce que je vois aujourd'hui, ce développement en France, en tout cas, des entreprises de l'ESS, des entreprises qui ont le statut ESUS, c'est pas quelque chose qui est très au courant aux États-Unis. Mais je pense que c'est un peu ça qui est assez intéressant et qui contribue à la richesse. C'est il faut pour chaque contexte avoir des initiatives qui répondent aux besoins. C'est une question de curiosité, mais si un jour vous devez repartir aux États-Unis, quelle structure française vous trouvez aurait sa place aux États-Unis ? Oui, ça c'est une bonne question. Je trouve qu'il y a quand même des structures que j'admire beaucoup. Et par exemple, le projet de Unicité, par exemple, qui a quand même... qui est votre co-gagnant. Oui, et aussi, ouais. Mais qui a commencé aussi comme une structure qui avait fait un premier pilote. Et ensuite, ils ont assémé au niveau national avec une présence forte qui répond à un besoin récurrent. Je trouve ces types de modèles assez intéressants. Plutôt des structures hybrides qui essaiment. On va passer aux questions finales. Vous devez, parce que le temps passe vite, vous devez me répondre rapidement et en une phrase. On parle la loi Pacte et raison d'être. C'est quoi la raison d'être de Connexio ? De laisser personne de côté par les changements de transformation digitale. L'homme ou la femme politique que vous voudriez convaincre ? Barack Obama. La taxe que vous aimeriez inventer ou supprimer ? Je dirais une taxe que tout le monde doit avoir quand même une responsabilité dans le champ de l'inclusion numérique. Le patron du CAC 40 ou la patronne que vous pourriez ou vous voudriez être ? Oui, ça c'était. Je peux choisir aux États-Unis aussi. Allez, soyons fous. Oui, j'ai beaucoup admiré cette initiative. Il y a le nouvel CEO d'une entreprise qui s'appelle Stitch Fix aux États-Unis. Elle est la plus jeune dirigeante aux États-Unis de créer une entreprise et la ramener jusqu'à IPO. Elle a quel âge ? 35 ans. Ah, il me reste un an. C'est pas le Katrina Lake, ouais. La dernière, c'est la somme d'argent pour laquelle vous tairiez un scandale politique. Ouh. Honnêtement, j'ai aucune idée. Merci beaucoup, Jean. Merci à vous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter le podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.